À 16 ans, ces 3 maisons de la famille Rodin deviendraient le théâtre de l'un des massacres les plus glaçants et déchirants que l'Ohio ait jamais connu. Je pourrais vous dire que c'est l'histoire la plus étrange que j'ai jamais vue en tant que membre des forces de l'ordre. Dans la nuit du 21 au 22 avril, 8 membres de la famille Rodin furent exécutés dans leur lit. Mais ce qui rend cette tragédie encore plus terrifiante, c'est que 3 jeunes enfants, tous âgés de moins de 3 ans, furent mystérieusement épargnés. Alors, qui pourrait commettre un acte aussi indicible, et pourquoi? Ne vous éloignez pas d'une mère. J'y pense jour et nuit, je perds beaucoup de sommeil à cause de ça. Ce qui s'est passé à l'intérieur de ces 3 maisons révélerait un réseau complexe de secrets, de trahisons, et un mobile que personne, je dis bien personne, n'avait vu venir. J'y pense jour et nuit. La femme qui signala l'incident était Bobby Jo Manley, la sœur de l'une des victimes. Le matin du 22 avril, elle arriva à la ferme familiale pour nourrir les animaux, une tâche qui faisait partie de sa routine habituelle. Mais ce qu'elle découvrit ce matin-là changerait sa vie à jamais. En entrant dans l'une des 3 maisons de la propriété, elle ressentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. La maison était étrangement silencieuse, bien trop silencieuse pour une famille qui y apportait habituellement tant de vie. Bobby Jo, accompagné de son frère James, commença à fouiller la maison, appelant pour voir si quelqu'un était là. Ce qu'ils découvrirent ensuite resterait gravé dans leur esprit à jamais. Dans le salon, Christopher Rodin Sr., le patriarche de la famille âgé de 40 ans, gisait sans vie. Son corps était criblé de 9 blessures de pare-balles, toutes me tirées à bout portant. 5 des balles avaient atteint son visage et sa tête, 3 autres son torse, et une seule avait transpercé son bras, comme s'il avait tenté de se défendre dans son sommeil. C'était le seul signe de résistance dans la maison. À proximité, dans une autre pièce, ils trouvèrent Gary Rodin, le cousin de Christopher, âgé de 38 ans. Gary avait été atteint de 2 balles dans la tête. Une 3e balle, tirée si près de sa tempe, avait laissé une marque de bouche de canon. Contrairement à Christopher, il n'y avait aucun signe de lutte, et on pensa que Gary dormait lorsque le ou les tueurs avaient frappé. La brutalité de la scène laissa Bobby Jo et James sous le choc, luttant pour comprendre l'horreur devant eux. Sans perdre un instant, Bobby Jo composa le 911, sa voix tremblante de peur alors qu'elle signalait la violence inimaginable qu'elle venait de découvrir. Dans la maison suivante, la scène était tout aussi horrible. Clarence Frankie Rodin, le fils aîné de Chris, et sa fiancée, Anna Hazel Gilley, furent trouvés assassinés dans leur lit. Leur bébé de 4 mois était miraculeusement indemne, reposant paisiblement entre eux. Cependant, leur enfant de 3 ans fut retrouvé endormi sur le sol, inconscient du cauchemar qui se déroulait autour de lui. Frankie avait été atteint de 3 balles dans la tête et le visage, tandis qu'Anna avait été touchée à travers l'œil, puis 4 fois de plus. C'était une exécution froide et brutale. Manley se précipita alors vers la 3e maison, celle de sa sœur Dana Rodin, l'ex-femme de Chris Sr., où elle vivait avec leur fils de 16 ans, Chris Jr., et leur fille de 19 ans, Anna. Anna venait de donner naissance à son 2e enfant 4 jours plus tôt. Le sort de Dana était tout aussi horrifiant. Elle avait été atteinte de 5 balles dans la tête, dont des tirs à bout portant à la tempe et un autre sous le menton. Dans une pièce à proximité, Chris Jr. avait été touché 2 fois à la tête, et dans la dernière pièce, Anna Rodin fut trouvée morte, tuée de 2 coups de feu fatals à la tête. Mais dans une tournure glaçante, le nouveau-né d'Anna était indemne, tentant encore de téter au sein de sa mère sans vie. Heureusement, la fille de 2 ans d'Anna, Sophia, séjournait chez son père et avait été épargnée par l'horreur de cette nuit-là.
Alors que la police et les premiers secours affluaient sur les lieux, la communauté commença à se rassembler, sous le choc, essayant de comprendre les meurtres brutaux. Mais l'horreur ne s'arrêta pas là. Donald Stone, un cousin de Chris Rodin Sr., commença à s'inquiéter pour un autre membre de la famille, Kenneth Rodin, qui vivait à quelques kilomètres de là. Il appela Kenneth à plusieurs reprises, mais sans réponse. Stone et deux amis décidèrent d'aller vérifier. Ils trouvèrent sa maison ouverte et, en entrant, découvrirent le corps de Kenneth Rodin. Il avait été assassiné lui aussi, d'une seule balle à travers l'œil, tirée à bout portant. 8 membres de la même famille étaient maintenant morts, chaque victime trouvée dans sa propre maison. C'était un massacre d'une brutalité telle que l'enquête fut obscurcie par une réalité terrifiante. Il n'y avait presque aucune trace de l'auteur du crime. Aucune douille, aucun coup de feu entendu. Et chose choquante, 2 pitbulls connus pour être farouchement protecteurs n'avaient même pas aboyé cette nuit-là. Les chiens, qui grognaient habituellement contre tout inconnu, restèrent silencieux, ajoutant une couche étrange de mystère à la scène. Plus glaçant encore, aucun téléphone portable ne fut retrouvé parmi les victimes, et il n'y avait aucun signe de vol. C'était comme si les téléphones avaient été délibérément emportés, peut-être pour supprimer des preuves. Cette absence inquiétante suggérait que les tueurs avaient peut-être planifié leur attaque avec une minutie extrême, éliminant toute chance pour les victimes d'alerter qui que ce soit. L'ampleur du massacre, combinée à l'incapacité des victimes à se défendre, laissait penser à plusieurs assaillants. Mais qui pouvait avoir commis un acte aussi odieux? Alors que les experts médico-légaux du bureau du shérif du comté et du bureau d'investigation criminelle de l'Ohio passaient la scène au peigne fin, à la recherche d'indices. L'enquête peinait à suivre le flot de rumeurs et le code du silence qui régnait dans cette communauté soudée. Alors que les familles enterraient leurs morts dans les collines ombragées de l'Ohio appalachien, la véritable question planait. Qu'est-ce qui avait pu déclencher une telle vague de meurtres brutaux? Le patriarche de la famille Rodin, Chris Rodin Sr., et son frère Kenneth étaient inconnus pour avoir eu des démêlés avec la justice. Leur réputation avait été encore ternie par la découverte d'une opération de culture de marijuana près de la grange de Kenneth et par l'indice troublant d'un possible cercle de combat de coqs sur le domaine familial. Ces découvertes alimentèrent les soupçons que des activités criminelles avaient conduit à leur mort. Des murmures circulaient, évoquant des liens potentiels avec un cartel de drogue mexicain, dont les méthodes brutales étaient notoires, mais ces meurtres se produisaient généralement beaucoup plus au sud. Le comté de Pike avait connu quelques saisies de drogue à petite échelle, liées à des cartels, mais l'idée que l'opération des Rodin puisse être connectée à quelque chose de plus grand était troublante. D'autres murmures suggéraient que la famille avait des liens avec la mafia du pain de maïs, une organisation criminelle notoire qui opérait dans les montagnes des Appalaches centrales. Connu pour gérer des usines à pilules et des laboratoires de méthamphétamine, ce groupe utilisait les vallées isolées de la région, avec un accès facile aux frontières des États, pour transporter des matériaux. Bien que la mafia du pain de maïs soit connue pour sa violence, rien de comparable à ce massacre de masse n'avait jamais été lié à eux. Les forces de l'ordre devaient envisager la possibilité que ce groupe notoire ait évolué, adoptant des tactiques brutales dans un territoire nouveau et dangereux. Des centaines de tuyaux affluaient, et des récompenses furent offertes dans l'espoir de trouver des réponses. Mais la vérité restait insaisissable. Les enquêteurs étaient coincés dans un réseau de cul-de-sac. Chaque piste prometteuse s'effondrait. Désespérés de trouver des réponses, ils saisirent à l'épreuve sur la propriété des Rodin, véhicules, mobile home, tout ce qui pourrait contenir un indice, et les stockèrent, espérant que la prochaine pièce du puzzle émergerait. Pendant ce temps, le sort des 3 enfants laissés derrière pesait lourd, en particulier celui de la petite Sophia, âgée de 2 ans, qui était avec son père
et d'autres parents la nuit des meurtres. Personne ne savait alors que cet enfant deviendrait la clé pour déverrouiller tout le mystère. Ce qui semblait initialement être un coup monté par le crime organisé était, en réalité, quelque chose de bien plus personnel. Une querelle profonde entre deux familles, avec la jeune Sophia au cœur de tout cela. Billy Wagner et Chris Rodin-Sr. avaient une histoire, ancrée dans les bas-fonds de leur communauté. Ces deux hommes s'étaient probablement croisés plus d'une fois, que ce soit en tant que partenaires ou rivaux dans le crime. Les ragots locaux allaient bon train, murmurant leurs liens avec des activités criminelles. Mais ce n'étaient pas seulement les hommes dont les vies étaient entrelacées. Le fils de Billy, Jake, et la fille de Chris, Anna, avaient une relation tumultueuse qui durait depuis des années. Depuis qu'Anna avait 13 ans, leur histoire d'amour avait éclos, et de celle-ci naquit l'enfant qui mettrait tout en branle, Sophia. Au lendemain du massacre, Billy Wagner sembla jouer la comédie de l'inquiétude pour le bien-être de Sophia, allant jusqu'à demander la garde de l'enfant. Ce qui attira l'attention, cependant, fut le timing. Les documents de garde étaient donc prétendument signés par Anna elle-même, donnant à Billy la garde exclusive si quelque chose devait lui arriver. Les enquêteurs ne pouvaient ignorer à quel point les Wagner semblaient avoir préparé ce moment avec une commodité suspecte. Mais ce n'était que le début. Après les meurtres, les Wagner semblèrent disparaître du comté de Pike. Ils firent Starspagne dans leurs valises et partirent pour l'Alaska, aussi loin que possible de la scène du crime violent. La ville de Pike County, encore sous le choc de l'horreur, retrouva lentement sa routine, et les Wagner furent là presque oubliés, jusqu'à ce qu'ils réapparaissent environ 1 an plus tard. À leur retour, ce n'était pas seulement Jake Wagner et sa famille, mais une nouvelle épouse pour Jake, et toute la famille sembla se réintégrer sans heurts dans la communauté. Tout semblait normal, mais quelque chose clochait. Les Wagner, autrefois connus pour leur isolement et leur comportement étrange, jouaient soudainement le rôle de citoyens modèles, tous travaillant dans une entreprise de transport local. C'était loin de leur schéma habituel. Jake et George, les frères Wagner, avaient grandi dans une famille qui gardait tout pour elles. Ils étaient scolarisés à domicile, isolés des autres, et leurs parents, Billy et Angela, contrôlaient étroitement chaque décision de la famille. Même après le divorce, l'unité familiale restait inébranlable. Angela vivant juste un peu plus loin, mais toujours partie intégrante du système familial étroitement contrôlé. À mesure que chaque membre de la famille entamait de nouvelles relations, le contrôle des Wagner ne se relâchait jamais. Quand George se maria, sa femme fut absorbée dans leur monde. Et quand Jake se maria, il était clair qu'elle ne ferait pas exception à la dynamique familiale étouffante. Ce qui semblait être une famille soudée était en réalité une unité manipulatrice et contrôlante, qui emprisonnait chaque membre dans un réseau de secrets. Peu après le retour des Wagner dans le comté de Pike, après leur séjour en Alaska, quelque chose d'étrange se produisit qui déclencha des signaux d'alarme. Les deux femmes, la nouvelle épouse de Jake et sa mère, prirent soudainement la fuite. Les raisons de leur départ, ce qu'elles dirent à la police, et les murmures partagés avec les membres de la famille restèrent entourés de mystères. Mais, comme par hasard, l'enquête sur le massacre de la famille Rodin prit un tournant inattendu, se concentrant sur la famille Wagner. L'illusion de l'amitié et leur prétendue préoccupation pour Sophia s'effondrèrent, et une vérité plus sombre commença à émerger, faite d'amour illicite, de jalousie et d'une conspiration sinistre. Ce qui se déroula n'était pas un conte de fées, c'était un récit calculé de manipulation et de meurtre, tout orchestré pour obtenir la garde permanente de la jeune Sophia. Le procureur, dirigé par l'assistante du procureur général, Angela Canopa, commença à dévoiler les couches d'une histoire qui mijotait dans l'ombre. Tout commença par une histoire d'amour, ou plus précisément,
une obsession dangereuse. À seulement 13 ans, Hannah Mae Rodin était au champ de foire du comté de Pike lorsqu'elle rencontra Jake Wagner, presque 18 ans à l'époque. Ce qui commença par une curiosité innocente au sujet de lapins dégénéra rapidement en quelque chose de bien plus sombre. Malgré leurs différences d'âge, Jake et Hannah entamèrent une relation. Incroyablement, Chris Rodin Sr., le père d'Hannah, donna son approbation, bien que l'écart d'âge et les circonstances soulèvent à son de sérieux doutes. Mais Chris, qui connaissait Billy Wagner, le père de Jake, donna sa permission, assortie de conditions. Hannah n'était pas autorisée à être seule avec Jake. Un chaperon devait l'accompagner à chaque sortie. Mais ce n'était pas seulement une aventure romantique. C'était une relation alimentée par une jalousie croissante, et bientôt, les fissures commencèrent à apparaître. Avec le temps, la relation entre Hannah et Jake se détériora. Après un prétendu incident où Jake aurait étranglé Hannah, elle s'enfuit chez son père, disant qu'elle ne pouvait plus supporter l'environnement toxique. Pas seulement de Jake, mais de toute la famille Wagner, qui avait ses griffes dans chaque aspect de sa vie. Puis les choses prirent une tournure plus sombre. Hannah, dans un moment de désespoir, fit une déclaration publique sur les réseaux sociaux. Elle ne céderait jamais son enfant à Jake, même au prix de sa vie. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que son message privé était surveillé par Jake et sa mère, Angela Wagner. Ils avaient piraté son compte Facebook, et ce message devint une bombe à retardement qui mit les familles sur une trajectoire tragique vers la violence. Jake n'était pas seulement furieux de la rupture, mais il ressentait une profonde rancune envers les personnes impliquées dans la vie d'Hannah et de Sophia. Sa colère atteignait un point d'ébullition. Pendant cette période, Hannah commença à fréquenter quelqu'un de nouveau, Charlie Gilley, le frère de sa belle-sœur. Leur brève relation se termina par une nouvelle grossesse, et ce fut le point de rupture pour Jake. Mais ce n'était pas seulement sa colère. C'était le calcul effrayant de la famille Wagner qui commençait à prendre forme. Juste avant la naissance du deuxième enfant d'Hannah, les Wagner s'étaient décidés autour d'une table pour discuter d'un plan dévastateur. Ce n'était pas une décision spontanée. Elle avait été pensée et planifiée méticuleusement. Bill Wagner, le père de Jake, présenta une proposition glaçante. Il ne se contenterait pas d'éliminer Hannah, mais aussi toute personne ayant une revendication sur Sophia. La famille Wagner, comme elle le faisait souvent, vota sur le plan, décidant qui serait éliminé et comment il procéderait. L'objectif ultime était clair. S'assurer que personne ne puisse contester leurs revendications sur Sophia et que la garde de l'enfant tombe entre leurs mains, quel qu'en soit le prix. Avec une finalité tragique, ils décidèrent que 7 personnes devaient mourir et que personne ne serait laissé pour leur barrer la route. Les meurtres seraient exécutés et une fois terminés, ils déposeraient sur des requêtes légales pour obtenir la garde de Sophia. La famille Wagner croyait qu'après leur violence calculée, personne n'oserait plus les défier. Ils commencèrent par faire des achats apparemment innocents, mais chaque article avait un but dans leur plan tordu. Ils commencèrent par acheter des chaussures de sport dans un Walmart local, mais ce n'étaient pas n'importe quelles chaussures. Elles étaient de taille inadaptée pour les Fields Wagner et étaient flambant neuves, jamais portées. Ces chaussures furent soigneusement choisies pour la nuit des meurtres, afin que les empreintes qu'ils laisseraient soient plus difficiles à relier à eux. Les Wagner étaient méticuleux, et ce n'était que le début de leurs préparatifs minutieux. En plus des chaussures, ils se procurèrent des armes de poing, en particulier des fusils de calibre .22 à canon long et des pistolets semi-automatiques. Ces armes étaient sans plus silencieuses que les calibres plus gros, avec moins de recul, ce qui les rendait parfaites pour des meurtres rapprochés et discrets. Mais ils ne s'arrêtèrent pas là. Les Wagner se procurèrent également des silencieux, qui ne réduiraient pas complètement le bruit des coups de feu, mais le transformeraient en un son étouffé, comme une toux
afin que personne à l'extérieur des mobile homes n'entende les tirs. Ils achetèrent aussi des récupérateurs de douilles, de petits sacs attachés au pistolet pour recueillir les douilles usagées, s'assurant ainsi de ne laisser aucune preuve physique. Dans les mois précédant les meurtres, les Wagner s'entraînèrent sans relâche. Jake et son frère passèrent des heures à tirer dans une zone boisée, isolée derrière leur propriété. Des balles furent trouvées incrustées dans les arbres, et des restes d'un silencieux artisanal brûlé furent récupérés pendant l'enquête, confirmant leur pratique intensive. Ils se préparaient pour le moment où ils réaliseraient l'impensable, mais leurs préparatifs ne s'arrêtaient pas aux armes. Ils achetèrent également un dispositif de brouillage de téléphone portable, qu'ils prévoyaient d'utiliser pour s'assurer que personne ne puisse appeler à l'aide pendant les meurtres. Comme si cela ne suffisait pas, ils allèrent jusqu'à teindre leurs cheveux pour modifier leur apparence et éviter d'être identifiés. Pendant ce temps, Angela Wagner, la mère, était occupée à falsifier des documents cruciaux. Elle créa de faux papiers indiquant qu'Anna Rodin avait signé une déclaration, stipulant que si quelque chose lui arrivait, la garde de sa fille Sophia irait à Jake et sa famille. Ces documents devaient être révélés après les meurtres, dans une tentative de faire croire que les Wagner n'étaient que des parents concernés, essayant d'intervenir pour le bien de l'enfant, en espérant que personne ne questionnerait le timing ou les circonstances de l'arrangement de garde. Alors que les Wagner se préparaient, ils commencèrent également à surveiller les maisons de la famille Rodin. Ils connaissaient la routine de chaque personne, quand ils rentraient chez eux, quand ils partaient, à quelle heure ils se couchaient et si quelqu'un venait après la tombée de la nuit. Ils apprirent tout ce qu'ils avaient besoin de savoir. Les Wagner étaient prêts, l'heure était venue. La nuit des meurtres, juste après qu'Anna Rodin eut donné naissance à son deuxième enfant, les Wagner mirent sur leur plan en action. Pendant qu'Anna récupérait chez elle avec son nouveau-né, Sophia fut envoyée passer quelques nuits chez les Wagner. C'était l'ouverture dont ils avaient besoin. Les Wagner se rendirent à la propriété de la famille Rodin, qui se composait de 3 mobile homes et de plusieurs dépendances. Ils connaissaient la disposition des lieux et les personnes, et ils savaient exactement quoi faire. Billy Wagner, le père, entra dans la maison de Chris Rodin Sr. sous prétexte de discuter d'un éventuel trafic de drogue. Pendant ce temps, Jake et son frère George se cachèrent dans la camionnette, attendant. Une fois à l'intérieur, Billy agit avec une efficacité impitoyable, gagnant la confiance de sa victime et préparant le terrain pour ce qui allait suivre. Les Wagner passèrent de maison en maison, tuant tous ceux sur leur chemin, adultes et adolescents confondus. Mais ils laissèrent les jeunes enfants, y compris le nouveau-né, indemnes, comme ils l'avaient planifié. Ils exécutèrent ces dans les meurtres avec une précision brutale, s'assurant que personne ne survive pour témoigner contre eux. Et puis, comme des ombres dans la nuit, ils disparurent. Leur prochaine étape fut de se débarrasser de toute preuve qui pourrait les relier au meurtre. La camionnette fut abandonnée, leurs vêtements et chaussures furent jetés, et les armes, les preuves les plus accablantes, furent soigneusement cachées. Dans une astuce ingénieuse, les Wagner envoyèrent à leur cousin, un pêcheur, un cadeau macabre. Les armes, les douilles et les restes de silencieux furent placés dans des seaux d'1 gallon, remplis de ciment humide et transformés en encre de bateau. Les encres furent ensuite jetées dans un lac local, où elles coulèrent au fond, loin de toute portée. Les Wagner firent tout leur possible pour s'assurer qu'ils ne seraient jamais pris. Ils maintinrent même une façade publique de membres de la famille, éplorés et choqués, dévastés par la tragédie. Ils prétendirent être des individus innocents et bouleversés, même lorsqu'ils revinrent en Ohio après leur séjour en Alaska. Mais les failles dans leur mensonge parfait commencèrent à apparaître. Peut-être étaient-ce les 2 femmes qui quittèrent la famille, ou peut-être quelqu'un surprit une conversation au travail. Quoi qu'il en soit,
les forces de l'ordre commencèrent à assembler le puzzle. Il ne fallut pas longtemps pour que le monde soigneusement construit des Wagner, fait de tromperies, s'effondre. Leur plan calculé et froid, conçu pour effacer toute trace de preuve, finirait par s'effilocher, les menant directement au cœur de leurs crimes atroces. Les autorités avaient caché des dispositifs d'écoute dans les camions de travail utilisés par la famille. Ils commencèrent également à mettre leur téléphone sur écoute, essayant de rassembler chaque fragment de preuve possible. Les Wagner furent interrogés, mais leur implication avec la famille Rodin restait un mystère pour le public. Les enquêteurs continuèrent à travailler sans relâche, reconstituant chaque indice jusqu'à ce qu'ils puissent enfin les accuser des meurtres atroces. Nous avions promis que le jour viendrait où justice serait rendue dans les massacres du comté de Pike. Ce jour est arrivé. George Billy Wagner III, sa femme Angela Wagner et leur fils George Wagner IV et Edward Jake Wagner. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, les Wagner tentèrent de maintenir leur innocence. Mais 2 ans après leur incarcération, la pression finit par atteindre Jake. Sous le poids du silence et des mois d'emprisonnement, il craqua. Jake avoua tout, plaidant coupable pour les 23 chefs d'accusation portés contre lui. En échange de l'abandon de la peine de mort pour lui et sa famille, il accepta de tout révéler. Jake dévoila des détails glaçants sur les meurtres. Il déclara qu'il avait personnellement appuyé sur la gâchette pour 5 des meurtres, laissant les 3 autres à son père et son frère. Jake admit également que, bien que sa mère n'ait pas participé directement au meurtre, elle était profondément impliquée dans la conspiration, la couverture et même la falsification des documents de garde pour s'assurer qu'ils obtiennent l'enfant. L'enquête découvrit des preuves clés qui confirmèrent l'histoire de Jake. Des messages textes de la nuit des meurtres correspondaient aux détails qu'il donna sur la rencontre entre Billy Wagner et Chris Rodin. Ces encres cachées dans du ciment, des balles correspondant à celles trouvées dans les corps et des preuves de silencieux artisanaux furent récupérées à divers endroits, y compris sur la propriété des Wagner. Ils trouvèrent également des restes de silencieux brûlés dans les bois, du même type que ceux utilisés lors des meurtres. Ces nouvelles informations menèrent à des percées majeures dans l'affaire, les Wagner faisant maintenant face à de graves conséquences. La condamnation de Jake apporta un sentiment de résolution, car il fut condamné à la prison à vie avec une possibilité de libération conditionnelle dans 32 ans, bien que cette décision ait suscité des réactions mitigées. Sa confession fut clé pour clore ce chapitre, bien que ses actions restent impardonnables pour les familles qui ont souffert de ce crime horrible. Sa mère, Angela Wagner, fut également condamnée à 30 ans de prison pour son rôle dans la conspiration, bien qu'elle n'ait pas été directement impliquée dans les meurtres. Son implication dans le complot pour assassiner la famille Rodin et la couverture qui suivit fut centrale dans sa condamnation. L'audience de condamnation fut chargée d'émotions, les survivants des victimes dénonçant les Wagner pour leur cruauté. Pendant ce temps, George Wagner Sid, qui avait décidé d'aller en procès au lieu de coopérer, reçut une peine plus sévère, 8 peines de prison à vie consécutive, sans possibilité de libération conditionnelle. Son refus d'admettre sa culpabilité et son choix de faire face à un procès le rendirent éligible aux mêmes considérations que Jake. L'affaire contre la famille Wagner approche maintenant de ses étapes finales, avec seulement George Billy Wagner III restant à être jugé. Son rôle de patriarche de la famille Wagner fait de son procès l'un des moments les plus attendus de cette affaire longue et dévastatrice. Imaginez maintenant être l'un des enfants survivants de la famille Rodin, grandissant et apprenant un jour que presque toute votre famille a été anéantie en une nuit horrible. Tout cela à cause d'un différend sur la garde. Imaginez porter cette vérité pour le reste de votre vie. Avec ce poids sur vos épaules, vous pourriez penser qu'aucune punition ne pourrait jamais vraiment être à la hauteur. Alors que la justice prend lentement forme, avec de plus en plus de membres de la famille Wagner tenus responsables, les habitants du comté de Pike
et surtout les survivants, s'accrochent à l'espoir que ce chapitre douloureux touche enfin à sa fin. Mais parlons-en. Qu'est-ce qui, selon vous, a vraiment poussé les forces de l'ordre à se concentrer sur les Wagner? Était-ce les incohérences, les alibis défaillants, ou peut-être quelque chose qu'ils ne pouvaient lui pas cacher, peu importe à quel point ils essayaient? Eh bien, c'est une bonne question.